C'est le podcast AWS en français, merci de nous écouter. Dans cet épisode, nous allons parler de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités d'AWS. On va parler d'un nouveau SDK et même fêter un anniversaire. Bienvenue dans le podcast AWS en français, merci de nous écouter toutes les semaines. Il y a une nouvelle plateforme pour nous écouter cette semaine, je voulais la mentionner, merci à eux, c'est Amazon Music qui se lance dans le podcast et qui indexe évidemment les podcasts AWS, celui en français, mais aussi les autres. Si vous parlez anglais, espagnol, italien, allemand, il y a un podcast pour vous dans chacune de ces langues toutes ces semaines. Cette semaine, vous le savez maintenant, une semaine sur deux, on parcourt l'actualité d'AWS. Et comme je l'ai annoncé dans le chapeau, on va parler de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités. Mais on va commencer par un anniversaire, l'anniversaire d'IAM, Identity et Access Management, qui fête ses 10 ans. Alors en 10 ans, ce service qui est une des fondations d'AWS, puisque c'est lui qui vous permet de gérer les rôles et les permissions de votre usage sur votre compte AWS. Ce service qui en mai 2011 a été lancé de façon assez modeste finalement, avec la possibilité de déclarer des utilisateurs, des groupes et puis d'assigner des permissions, soit à un utilisateur, soit à un groupe. Et maintenant un service qui permet aussi de faire de la fédération d'identité, qui a des rôles managés, des permissions managées, qui a introduit il y a 2 ans et demi maintenant, l'Attribute Based Access Control, donc la possibilité de définir des policies basées sur les attributs des identités qui se connectent. Donc par exemple, je peux avoir des tags associé à moi qui dit projet XYZ, rôle ceci ou cost center 1, 2, 3. Et donc vous pouvez définir des permissions basées sur ces tags, sur les valeurs de ces tags. Dire voilà, j'ai accès à telle ressource si la ressource a un tag projet et dont la valeur est la même valeur que mon tag projet à moi, ce qui permet de diminuer le nombre de rôles. La dernière nouveauté sur IAM, elle date du mois passé, on n'en a pas parlé dans le podcast la semaine passée ou la semaine d'avant, elle date d'avril 2021. C'est la possibilité dans IAM de générer des permissions avec le minimum de permissions possibles. Vous savez, c'est toujours un challenge de dire quel est le minimum de permissions possibles. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans IAM qui va analyser la consommation de votre application, de votre utilisateur dans CloudTrail, donc il faut avoir CloudTrail activé, et qui va, sur base de cette analyse, générer la politique de permissions, les permissions, avec le minimum de droits d'accès pour la période donnée, pour cette application donnée. Donc un outil à essayer. Jeff Barr, dans son blog post d'annonce et de bon anniversaire, a mentionné quelques chiffres aussi. C'est un service qui est utilisé par tous les autres services AWS, puisque chaque fois que vous faites quelque chose, et il y a quelque chose qui va aller demander à IAM, est-ce que cet utilisateur a la permission de faire ça? Donc c'est un service qui gère maintenant plus de 400 millions d'appels d'API, 400 millions d'appels d'API par seconde. Un nouveau service également cette semaine, ou plutôt un nouveau volet associé à AWS Systems Manager. Vous savez, Systems Manager, c'est ce service qui a plein de facettes différentes, qui vous permet de gérer votre système au sens très large, gérer votre fleet, de faire du patching, d'exécuter des commandes, faire du reporting de capacité et d'autres choses. Il y a un nouveau volet qui s'ajoute à AWS Systems Manager qui s'appelle Incident Manager. Alors Incident Manager, c'est un service un peu différent des autres, parce que c'est pas de l'infrastructure, c'est plutôt un service qui permet de vous organiser pour bien répondre ou mieux répondre aux incidents qui peuvent survenir sur votre infrastructure. Souvenez-vous d'une chose, c'est que tout va foirer à un moment ou l'autre. Et donc il vaut mieux être prévenu, il vaut mieux être prévu, il vaut mieux avoir prévu, quel est votre plan de réponse à un incident, quelles sont les personnes à pinguer, à patcher, quels sont les chemins d'escalation si ces personnes ne répondent pas. Si une personne répond, qu'est-ce qu'elle doit faire, quel est le runbook, quelle est la séquence d'opérations, la séquence de choses à vérifier, quels sont les chemins d'escalation, je crois que je l'ai déjà dit, et puis quelle est la séquence de debrief après l'incident, une fois que l'incident aura été
résolue. Comment est-ce qu'on essaie de collecter de l'information pour savoir ce qui s'est passé, pour éviter que le même incident ne puisse pas se reproduire dans le futur. Donc Incident Manager va vous poser toutes ces questions, va collecter les numéros de contact, les noms des personnes, les chemins d'escalation, les runbooks, etc. et va en quelque sorte être votre guide pour qu'en cas d'incident, vous n'ayez pas à vous soucier de vous demander quoi faire. Vous pouvez simplement suivre le guide de Incident Manager. Donc l'idée, c'est vraiment, vous êtes réveillé à 3h du mat parce qu'un truc ne marche plus sur votre infrastructure, plutôt que commencer à vous dire où c'est quoi le 06 de mon chef, où c'est quoi le numéro que je sur quel canal Slack je vais me connecter pour parler de cet incident avec mes collègues. Tout ça peut être pré-documenté avec AWS Systems Manager, Incident Manager. Beaucoup de gens se font un peu de l'humour sur les noms de Systems Manager, puisque ça commence toujours par Systems Manager et puis le volet Incident Manager. Si vous voulez en savoir plus, lisez l'excellent blog post de mon non moins excellent collègue Julien Simon, qui a déjà été plusieurs fois dans ce podcast, dans d'autres épisodes. Vous en apprendrez plus sur Incident Manager. Alors un autre service lancé cette semaine, c'est Amazon FinSpace. Il y a très peu d'entre vous parmi ceux qui écoutaient le podcast AWS cette semaine qui vont probablement être intéressés par ce service, mais je voudrais quand même y passer 2 minutes parce que ça montre une tendance relativement intéressante. L'idée d'Amazon FinSpace, c'est un service dédié aux institutions financières et c'est un hub de données centralisé dans lequel les institutions financières peuvent déposer ou importer ou connecter leurs sources de données, contrôler qui a accès à ces données et pouvoir analyser ces données avec des Jupyter Notebook et avec une librairie de fonctions spécifiques à l'industrie de la finance. Donc le problème qu'AWS essaye de résoudre pour certains de ses clients, pour les clients de l'industrie financière, c'est la siloisation. Je ne suis pas certain que ce soit très français, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'isolation des données entre différents départements qui s'occupent de produits différents, de marchés différents, de géographies différentes. Pouvoir accéder à toutes ces données quand on est un analyste financier, ça prend pas mal de temps. Il faut justifier aussi pourquoi je dois accéder à telle donnée de tel département. Tandis qu'avec FinSpace, on peut créer un data hub, vraiment un déversoir, un data lake financier spécifique de données où les données peuvent être classifiées, labellisées. Les accès à ces données sont contrôlés par l'administrateur de FinSpace. Il peut créer des utilisateurs, donc il ne faut pas de compte AWS pour pouvoir accéder à ce data hub en tant qu'utilisateur. Une fois qu'on a accès à ce data hub, on peut rechercher des données, mais on peut aussi accéder à des librairies d'analyse et de transformation qui sont spécifiques à l'industrie financière. Par exemple, faire ce qu'on appelle en anglais du bitemporal modeling, pouvoir modéliser des évolutions de données sur différents axes de temps ou avec différentes hypothèses. Il y a aussi les analyses de Bollinger Analysis qui sont disponibles pour vous dans les librairies Python des Jupyter Notebook que vous pouvez démarrer. Tout ça est très bien expliqué dans un blog post également. Donc allez jeter un coup d'œil sur le blog post et comme d'habitude, je vous mets la note le lien dans les notes de ce podcast. Alors pourquoi je disais que c'est intéressant au début ? Parce que ça montre une tendance qu'on voit sur AWS et les autres cloud providers d'ailleurs de verticaliser l'offre de produits. Il y a 2 semaines, je parlais de nouveautés pour les producteurs vidéo avec Nimble, Amazon Nimble, le studio de développement pour les designers graphiques. Mais il y a aussi des tas de nouveautés pour le streaming de vidéos. Et donc ça, c'est un vertical auquel AWS s'adresse. Il y a le vertical de la santé également, avec plusieurs offres dédiées à la santé. Et on voit maintenant un 3e vertical émerger, qui est le vertical de l'industrie de la finance. Donc si vous êtes intéressé, si vous travaillez dans le domaine de la finance, allez jeter un coup d'œil sur Amazon FinSpace. Et pour le reste de ce podcast, on sera un peu plus technique avec non pas des nouveaux services, mais des nouvelles fonctionnalités ou des extensions de services existants. Le premier qui est assez intéressant s'appelle Amazon CloudFront Function, donc la possibilité de tourner des fonctions, un peu comme des lambda, sur les edge de notre CDN qui est Amazon CloudFront. Et là, si vous connaissez déjà AWS, vous vous dites, mais attends un peu, là, il déconne le Seb, ça existe déjà, ça s'appelle Lambda on Edge, et c'est vrai que c'est similaire à Lambda on Edge, mais différent, et ça offre des fonctionnalités
fonctionnalités différentes. Je vais essayer d'expliquer les différences. Donc Lambda on Edge, il ne tourne pas vraiment sur les Edge Location, il tourne sur le Regional Edge. Donc vous savez que les Edge Location, il y en a des centaines à travers le monde, elles sont connectées à un Regional Edge qui lui est en général dans la région AWS la plus propre. Vos Lambda on Edge, elles tournent là-dessus. Ici, on parle vraiment de faire tourner la fonction sur le Edge au plus proche de vos clients pour minimiser la latence. Évidemment, il y a une différence, il y a pas mal de différences et je vais essayer de les expliquer. La première, c'est le prix. C'est à peu près un 1/6 du prix, donc 6 fois moins cher de faire tourner une CloudFront Function sur un Edge qu'un Lambda en Edge. Mais cette baisse de prix vient à certaines contraintes. La première contrainte, c'est qu'on vise ici des exécutions extrêmement courtes. On parle d'1 milliseconde d'exécution, alors que sur Lambda on Edge, on a 5 ou 30 secondes en fonction des cas, avec moins de mémoire, 2 mégas de mémoire. Donc vraiment des petites fonctions qui s'exécutent extrêmement rapidement, qui peuvent être écrites uniquement en JavaScript, pour être précis en ECMAScript 5.1, mais qui vont s'exécuter vraiment au bord, au plus proche de vos clients. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus léger que les Lambda on Edge, mais du coup il y a quelques restrictions, je les ai mentionnées. D'autres restrictions, c'est qu'on ne peut pas faire d'accès réseau, donc on ne peut pas appeler une API par exemple pour enrichir de contenu, pas d'accès au file system, pas d'accès au body de la request. Toutes ces choses là on peut les faire sur Lambda on Edge. Mais à quoi ça sert, vous allez me dire alors? Des cas d'exemple typiques, c'est manipuler les headers HTTP qui servent de clé au cache pour pouvoir normaliser les accès au cache et donc augmenter ces taux de cache. C'est évidemment la redirection des URL ou la réécriture des URL. En général, tout ce qui est manipulation des headers HTTP. Alors ça peut être pour du SSL, pour renforcer le HTTPS Strict Transport Security par exemple, HSTS, ou par exemple copier l'adresse IP du client dans un header HTTP de manière à ce qu'elle soit propagée vers les applications, ou gérer les accès et les autorisations, par exemple vérifier la présence d'un token HMAC ou d'un token JSON. Donc uniquement des manipulations sur les métadonnées, sur les headers HTTP, pas sur le body, extrêmement rapide, sans faire d'appel à des API, sans appeler le file system, uniquement en Java, mais ça va s'exécuter au bord, vraiment sur le Edge, et pour 1/6 du prix d'exécution des Lambda on Edge. Si vous distribuez du contenu web, allez jeter un coup d'œil sur le blog post écrit par Danilo Pocchia sur CloudFront Function. Un nouveau SDK qui est apparu cette semaine également, on n'en sort pas toutes les semaines, donc ça vaut la peine d'en parler. C'est pour le langage Rust, qui est de plus en plus utilisé par les gens qui font de la programmation plutôt bas niveau, avec beaucoup de qualité de ce langage. Une qualité qu'il n'avait pas, c'était la facilité pour appeler les API SDK. Eh bien, c'est possible maintenant grâce au AWS SDK pour Rust. Attention, c'est un lancement en alpha, donc c'est tout au début. On ne supporte que 7 services pour le moment, qui sont DynamoDB, API Gateway, Kinesis, KMS, Key Management Service, Poly, Secret Manager et Quantum Ledger Database. Pourquoi c'est là? J'ai aucune idée. Pour le moment, on ne supporte qu'un seul credential provider aussi, c'est les variables d'environnement. Donc vous devez avoir votre access key, secret key en variable d'environnement. Mais d'ici la disponibilité générale du SDK, évidemment, il y aura les autres credential providers que vous avez l'habitude de trouver pour la CLI, pour les SDK dans vos fichiers de configuration, pour les rôles IAM ou les containers. Et puis nous allons également adopter la génération automatique des API comme on le fait pour l'ensemble des SDK. Donc c'est très embryonnaire. C'est basé sur le SDK qui a été fourni et travaillé par la communauté. D'ailleurs, ce sont les membres de la communauté qui continuent de travailler avec nous sur ce SDK. Mais donc, si vous faites du développement Rust, allez jeter un coup d'œil sur le AWS SDK pour Rust en version alpha. Enfin, la dernière news de la semaine, puisque je me suis promis de garder ces podcasts Quoi de neuf sur AWS de moins d'un quart d'heure. La dernière news AWS de la semaine, c'est une news qui concerne training et certification que j'ai trouvé en suivant quelqu'un qui est très actif dans le monde du training en France, qui s'appelle Arnaud Alcalbez, et je le remercie de faire sa veille technologique. Et je me permets de m'en inspirer, mais sur le site de training, aws.training, c'est facile à retenir, il y a un nouveau curriculum qui vient d'être
publié autour de DynamoDB. Si vous voulez apprendre plus sur DynamoDB, il y a 6h30 de cours gratuits, niveau intermédiaire, 3 modules et 5 labs, si je me souviens bien, exactement, 3 modules et 5 labs. Le premier module, c'est l'introduction à AWS, la CLI, les SDK, etc. Le deuxième module parle plutôt sur les API de base, c'est quoi la différence entre une query et un scan, comment optimiser ces tables pour les queries et les scans, et puis comment créer des index, les index locaux, les index globaux, les Global Secondary Index, et quel est l'impact sur les performances de DynamoDB. Le troisième module, c'est plutôt sur la gestion de la consistance dans DynamoDB, la gestion de la capacité et de la performance. Et le tout est agrémenté de 5 labs en self-service que vous pouvez essayer vous-même gratuitement. Il faut compter 6h30, 7h pour faire l'ensemble du cours, donc prévoyez une journée si vous voulez apprendre plus sur AWS. Voilà pour ma revue, j'allais dire revue de presse, mais non, revue du monde AWS cette semaine. La semaine prochaine, dans le podcast AWS en français, j'aurai le plaisir d'accueillir la startup Bearer et on parlera d'API management et de compliance pour vos API avec une petite dose d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle également. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end. Rendez-vous à la semaine prochaine, vendredi, pour le prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.